Voici le plan à l'origine du projet de recherche. Le projet de recherche, son ambition, ses résultats au point d'avancement actuel, les prochaines étapes. Alors, à l'origine du projet de recherche, mon parcours professionnel, première partie de ma vie professionnelle, dans 2 entreprises du domaine vinicole, donc pas les entreprises du vin, les entreprises pour faire les machines pour faire du vin. Donc la deuxième s'appelle toujours les PMH et était dans la région de Lyon, et toujours dans la région de Lyon. Donc en gros, c'est des équipements pour le process de traitement du raisin, à partir du moment où il arrive dans l'endroit où on fait le vin, pour le transformer en jus, et après la fermentation prend le reste et ça devient jus de raisin. Ça c'est l'autre partie. Donc des pompes, des grands poids, table de prix, etc. Donc une première partie, plusieurs années pendant lesquelles j'ai vu des entreprises participer. J'ai participé à des salons, j'ai vu des entreprises y aller toutes seules, et j'en ai vu d'autres y aller ensemble, s'échanger des fichiers, partager des stands. Donc j'ai vu qu'il y avait des géométries variables, on pouvait faire tout seul, faire une partie ensemble, et j'ai vu un certain nombre d'acteurs faire beaucoup de choses ensemble pour développer à l'international. Ces interruptions. Bonsoir. 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 Ok, donc d'abord une première expérience, premier retour d'impression du terrain. Ce que j'ai constaté de cette filière vinicole, c'est que si on prend simplement une bouteille de vin, ce n'est pas le même type d'entreprise qui va faire la capsule. Alors, on n'est pas sur l'écran, c'est pas très grave. Ce n'est pas la même entreprise qui va s'occuper du bouchon, de la capsule, du sertissage de la capsule, de l'étiquetage, du remplissage, de la mise en carton. C'est à chaque fois des métiers, des entreprises différentes. Et elles sont amenées à travailler entre elles pour proposer des solutions globales. Pour proposer une ligne d'embouteillage complète qui va du vin jusqu'au vin en carton, personne ne fait ça. Donc ils sont amenés à travailler entre eux pour avoir une offre globale. Donc cet exemple-là. Donc des PME françaises avaient collaboré, par exemple, pour présenter une offre globale, pour partager un réseau de distributeurs à l'étranger. Le projet de recherche que j'ai démarré il y a 2 ans, et auquel je réfléchissais déjà auparavant. Mieux connaître l'éventail des pratiques. Donc certes, on peut collaborer, mais qu'est-ce qu'on peut faire entre PME pour développer? Moi, j'ai vu une petite partie de l'éventail, je sais qu'il y a d'autres parties, donc c'est déjà un objectif du scope. Ensuite, l'essentiel, c'est quand même connaître leurs résultats. Est-ce qu'il y en a? Et quels sont-ils? Et le troisième objectif, c'est s'il y en a et qu'ils sont positifs, quels sont les facteurs qui permettent de les dégager, et identifions-les de manière scientifique, donc à travers le doctorat, et soyons à même de fournir des recommandations managériales avec des types de conseils, des types d'orientation pour les patrons de l'entreprise qui sont désireux de collaborer. Alors, les réalisations. 3 entretiens auprès des dirigeants de PME. L'entretien n'est pas le cœur de ma méthode. Donc, je n'en ai pas fait 3, j'en ai fait 3, mais ils n'ont pas le but d'être représentatifs. Ils sont plus pour me donner une idée du terrain, mais mon travail ne proviendra pas. Ce n'est pas un entretien qualitatif, ce n'est pas un travail qualitatif. Ce sera plutôt une thèse quantitative. Premier entretien, PMH, l'entreprise avec laquelle j'avais travaillé. Bucotherme, solution bucco-dentaire à base d'eau thermale. Et Albaniac, solution d'étiquetage, 40% dans le vinicole et le reste dans l'industrie. Je précise que je suis sorti de la filière vinicole pour faire mon doctorat. Je vais épuiser un petit peu, mais je n'ai pas souhaité le faire uniquement dans cette filière-là. Et il se trouve que dans ces 3 entretiens, j'ai trouvé 3 retours différents. Et j'ai pris une phrase à chaque fois, emblématique du discours que nous avons pu avoir. Alors, quelqu'un d'assez désabusé, on préfère s'enfoncer les autres que de coopérer. Chaque fois que j'ai fait un pas, je me suis fait rembarrer. Chacun attend que l'autre crève pour le racheter. Voilà. C'était mon premier entretien, j'étais un peu désabusé. Deuxième, je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas de concurrente frontale, donc je peux collaborer, personne ne fait ce que je fais. Donc là, on a quelqu'un qui collabore avec un fabricant de spray, qui collabore avec un fabricant de brosse à dents, qui s'échange des fichiers clients. Donc personne ne fait ce que je fais, ils vont identifier sa base d'eau thermale, donc je n'ai pas d'ennemi. Et on a un troisième qui
qui a un système de collaboration rapproché avec 3 autres acteurs pour proposer une solution rapprochée, une solution complète. Lui met en bouteille, quelqu'un d'autre, pardon, lui étiquette, quelqu'un d'autre met en bouteille, un troisième met en carton et un quatrième fait un peu la même chose mais pour des lignes d'embouteillage avec de plus grande capacité. Donc eux s'entendent, ils font beaucoup de choses ensemble. Au point que, pour le dernier, ils ont créé l'an dernier l'Alliance Made in France, qui n'est qu'une vitrine, c'est-à-dire qu'un site internet, avec 4 acteurs, Costral Albagnac, 2 entreprises qui coopèrent depuis 30 ans, et 2 autres qui se sont rajoutés, Belly, qui met les bouteilles dans le carton, et Stone, qui a été racheté par Costral, qui produit des lignes d'embouteillage de débit supérieur. Ce n'est ce n'est qu'une façade, aucun accord capitalistique, c'est purement informel. Aucun partage de capital, c'est une alliance informelle. Bon, voici pour ceux qui ont refait ces entretiens, au point que j'ai eu l'idée de construire cette espèce de matrice pour les classer. Nombre de partenaires faible élevé, intensité de la collaboration faible forte. Alors on trouve PMH là, peu de partenaires, peu de collaboration. On trouve Albagnac, peu de partenaires, on fait beaucoup de choses ensemble. On a des commerciaux qui représentent nos gammes, on s'est partagé le secteur, on fait des salons ensemble. Et Nicotherm, nombre de partenaires élevés, mais pas d'action approfondie. Beaucoup par coup, on s'envoie des adresses, on s'échange des fichiers, on collabore sur un produit, pas de structure. Voilà. Bon, je viens maintenant à ce qui est le cœur du travail que j'ai effectué jusqu'à présent, c'est le revue de la littérature scientifique de 1995 à 2015, pour voir ce qui s'est fait au niveau mondial et qui a été publié dans les revues les plus solides, comme étant le reflet du terrain de ce qui a été observé sur le terrain. Donc pour ça, il y a des moteurs de recherche, on met un certain nombre de mots-clés dedans, on fait venir un certain nombre d'articles, et ensuite on les choisit, en fonction de la revue, de l'auteur, de la pertinence. Et on se retrouve en général entre 20 à 60 articles maximum qu'on va exploiter. Moi, je me suis retrouvé avec 40 articles pour lesquels j'ai choisi d'étudier les pratiques collaboratives de manière souple. C'est-à-dire que dans la littérature, il y a un champ pour les alliances et un champ de manière plus souple pour les pratiques collaboratives. Et moi, j'ai choisi d'abord de m'intéresser à ce qu'on peut faire de manière plus informelle, moins engageante, qu'en ayant fait un joint venture ou en ayant des participations croisées. Je suis parti sur vraiment la collaboration la plus légère, la plus ponctuelle qu'il puisse y avoir. Et j'ai constaté dans la littérature scientifique que le fait de collaborer n'existe pas. Il n'y a pas, aucun auteur n'a théorisé ce qui c'était que pratiquer la collaboration pour l'export. Par contre, la structure qu'il permet, le réseau est un domaine très fouillé, très abondant dans la littérature. Donc 40 articles que j'ai lus, j'ai classés, et donc j'ai sorti des enseignements, vous allez voir, assez forts, assez représentatifs. Alors, résultat global. 39 sur 40 soutiennent les pratiques collaboratives. J'ai trouvé un article qui ne dit pas il ne faut pas le faire, il dit on ne prouve pas que ça. On n'a pas dégagé de résultats bénéfiques. Il dit pas on a dégagé un résultat négatif ou préjudiciable. Tous les autres amènent mettent en évidence des apports positifs, un gain à la collaboration. Voici ce qu'il faut remarquer. Ensuite, la manière dont les enquêtes ont été faites. Petite moitié, 45% qualitatif, c'est-à-dire des entretiens, essentiellement. On a pris des chefs d'entreprise, une dizaine, une vingtaine, on les a fait parler. 35% purement quantitatif. On a fait un questionnaire, 150, 200 retours, on a analysé ça de manière statistique et on a pu avoir un résultat, ensuite une approche mixte. Champ géographique. Avec qui collabore-t-on? En général, on inclut dans ce qui a été étudié domestique et international. Mes partenaires peuvent être en France, enfin, dans mon pays ou à l'extérieur. Un seul, à peine 10% s'intéressent à la collaboration domestique. Les acteurs de mon pays. Les études en général ne s'intéressent pas tellement à ce critère-là. Elles ouvrent le champ des partenaires. Alors, intéressant sur le champ géographique, c'est ceci. Je vous laisse un peu observer. Sur 40 études,
la moitié concerne l'Europe. La grande majorité de cette partie concerne les pays scandinaves. Aucune étude ne concerne le cas français. Aucune. Voilà. Alors, pour certaines des études, la France était un des marchés sur lesquels les entreprises, par exemple néo-zélandaises, visaient à se développer, mais ça n'a aucun intérêt dans les pratiques collaboratives. Donc, on a un gros pôle qui est sur la Scandinavie, un autre pôle qui est sur des chercheurs basés en Océanie mais qui ont pu étudier des entreprises d'ailleurs, et une absence totale en terrain vierge pour les entreprises françaises. On continue. Alors, le type de relation identifiée. On ne sait jamais, aucune étude ne concerne que les liens sociaux, famille. Soit elle regroupe tous les liens sociaux et professionnels, soit elle s'intéresse uniquement aux liens professionnels, ce qui semble assez logique. Quand on collabore pour faire du business, on cherche avant tout à le faire, ou en tout cas on cherche un nouveau modèle ou un autre à le faire avec des partenaires professionnels. Liens verticaux et horizontaux, 3/4 des études réalisées. Une seule étude s'intéresse uniquement aux liens horizontaux, c'est-à-dire aux liens qui ne soient pas avec des fournisseurs ou des distributeurs. Une grande majorité s'intéresse aux liens avec les distributeurs et les fournisseurs. Mais les liens entre pairs, c'est assez peu fluide. Bon, type d'avantage obtenu. L'information avant tout. L'information et la connaissance. Alors, soit sur des marchés étrangers, soit sur la manière de se développer, mais c'est vraiment la grande famille principale d'avantages qui apparaît. Pour 75% des études réalisées, de l'information et de la connaissance est obtenue. Ressources autres que de la connaissance, prêt ou échange de matériel, accès à des matériels communs, accès à de la réputation, accès à des recommandations, notamment. Réduction des coûts, mutualisation de coûts 25%. Et amélioration des résultats globaux, constat d'amélioration des résultats globaux sans forcément qu'on soit capable de l'identifier dans 65,5% des cas. Sans forcément qu'on voit les médiateurs ou les modérateurs des médiateurs de ce problème. Limite. Ce qui explique que c'est difficile ou peu pratiqué ou un sujet sensible. Les aspects négatifs liés aux partenaires ou au réseau, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Partenaire mal choisi, opportuniste, pas assez compétent en matière d'internationalisation, il n'a rien à m'apporter, ou il sait ce que je sais déjà. Il n'y a pas de plus-value dans la relation par rapport à ce que je pourrais faire tout seul. Partenaire pas fiable, qui change d'avis, qui devient un concurrent, par exemple. Ensuite, l'autre pôle, c'est le temps, le coût, l'énergie et l'effort. Là, ça revient aussi très souvent. Et time consuming, ça revient vraiment très très souvent dans les études. Aspect négatif lié à notre firme ou à notre comportement, on ne sait pas le faire, on s'y est mal pris, le dirigeant n'est pas très bon il ne parle pas les langues étrangères, n'est pas très bon dans ses manières de faire, son capital humain est insuffisant, son capital relationnel n'est pas à la hauteur. Sans objet, pas de limite, 15 études sur 40. Donc il nous reste les deux tableaux. Je regarde ceci, limite de la collaboration. Alors, quelques points de convergence. Quand on analyse, on lit ces différentes études, leurs bilans, et qu'on essaye de voir les directions qu'elles indiquent. Le rôle de la confiance. C'est difficile de collaborer sans confiance, et on voit que quand la confiance est arrivée, la collaboration arrive. L'ambiguïté de la notion de temps, ça c'est intéressant. Parce que les études font apparaître que le temps est nécessaire à l'établissement notamment de la confiance et donc des résultats résultats bénéfiques de la collaboration. Donc, ça n'arrive pas tout de suite. Mais en même temps, c'est aussi une contrainte. C'est-à-dire qu'ils sont sous contrainte, leur agenda est chargé et ils disent voilà, qu'est-ce que ça me demande comme temps. Donc c'est à la fois nécessaire et à la fois une contrainte. Et à aucun moment je n'ai pu voir au bout de combien de temps ça paye. J'ai vu, il y a une étude qui mentionne un effet de 1 an et un effet de 2 ans. Et on voit qu'au bout de 2 ans, en effet, on a une courbe de progression. C'est le seul indicateur qui apparaît quelque part. Et pas plus que je n'ai vu, bon, il faut y consacrer 2 heures par semaine, 4 heures par semaine. Donc cette notion-là est ambiguë.
Ce qui est évident aussi, c'est qu'une relation est fructueuse qu'à condition de la piloter, de la faire vivre, y consacrer du temps, abandonner les relations qui ne sont pas fructueuses pour en déployer d'autres. Donc c'est pas en aucun cas quelque chose de passif. Donc ça rejoint ce qu'on voyait en tant que consommateur d'énergie et de temps. Le rôle de la taille et de la diversité géographique du réseau. Il ressort aussi cet indicateur qui est qu'un réseau doit être varié en termes d'origine géographique. L'indicateur le plus mauvais que j'ai vu dans une étude, c'est les acteurs nationaux, régionaux. Il a comparé régionaux, nationaux et internationaux. Le moins bénéfique, c'était les acteurs nationaux. Les acteurs domestiques avaient un effet d'entraînement supérieur et internationaux supérieurs encore. Et en tout cas, ce réseau doit il doit y avoir des profils variés et des profils plus internationalisés que moi-même. Des aspects mal servis, des choses sur lesquelles j'ai eu soit autant d'avis dans un sens que dans l'autre, ou alors pas d'avis du tout. Le rôle des liens faibles et des liens forts, alors, pour ceux qui ne sauraient pas, les liens faibles et les liens forts, c'est une théorie du réseau qui date de 1973 d'un sociologue qui s'appelle Mark Granovetter. En gros, nous avons tous des liens forts, des personnes avec qui nous passons beaucoup de temps, nous appelons souvent, avec qui la confiance est installée, et des liens faibles, des personnes que nous connaissons peu, avec qui nous échangeons au coup par coup. Et en fait, la diversité, les nouvelles connaissances arrivent essentiellement des liens faibles, parce que les liens forts, c'est des gens qui vous ressemblent et qui sont dans le même milieu que vous. Donc chaque type de lien a son rôle, mais je n'ai pas réussi à vraiment identifier très clairement. J'ai des études qui disent vive les liens faibles, d'autres qui disent bien vive les liens forts. Je n'ai pas vraiment réussi à cerner, à dire quel lien, il y a quelques indices, mais quel lien apportait quel type d'avantage. Si ce n'est que les liens faibles, en gros, avec une diversité d'informations, de brassage, et les liens forts un petit peu plus un lien de confiance, d'appui et de fiabilité. Il n'y a pas de tendance vraiment qui se dégage de cette revue. Le rôle des liens horizontaux, c'est-à-dire avec les pairs, voire même avec les concurrents. Peu d'études y sont consacrées. Je n'ai pas trouvé d'études qui déconseillent ou qui conseillent de s'éloigner de ces liens-là. Je n'ai pas non plus identifié de tendance de fond qui permettrait de dire voilà, ça paye ou il est clair que c'est à recommander. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Pas plus que sur le profil adéquat des partenaires. Alors ça revient chaque fois. Il faut bien choisir son partenaire, c'est très important. Bon, et après, on en sait pas vraiment plus. J'ai vu des outils intéressants pour cartographier, par exemple, le degré d'éloignement dans mon industrie, ce qui fait vraiment la même chose que moi, ce qui ne fait pas du tout la même chose, ce qu'on fait sur les complémentaires. Donc j'ai une espèce d'outil de matrice d'échelle. Mais à aucun moment, j'ai pu dire. Par contre, les entretiens m'ont fait voir. J'ai vu quelqu'un me dire, mais alors, par exemple, PMH, il m'a dit, s'il n'est pas du tout dans le même secteur que moi, on n'a rien en commun, pourquoi je collaborerai avec lui? Et s'il fait exactement la même chose que moi, ben, il va venir manger dans mon assiette, pourquoi je collaborerai avec lui? Donc, je ne sais pas trop où mettre le curseur. Là, j'ai pas trouvé d'infos dans la littérature. Les prochaines étapes, ce qu'il me reste à faire, effectuer d'autres entretiens, 3, 4, 5, pour brasser plus d'informations, choisir le terrain sur lequel je vais vraiment observer, sur lequel je vais envoyer des questionnaires et sur lequel je vais faire vraiment plus d'informations. J'ai plusieurs pistes, j'ai une fédération industrielle qui est prête à venir, j'ai un CGPME Rhône-Alpes qui est prête à venir. Peut-être aussi qu'on va acquérir un fichier national puis un fichier des CCI pour avoir carrément une surface. On n'a pas encore arbitré là-dessus. Affiner la question de recherche, c'est-à-dire que je vais devoir à un moment donné cibler peut-être quel est le profil du partenaire adéquat, ou bien au bout de combien de temps, je donne des idées comme ça, combien de temps la collaboration paye-t-elle, ou diminuer les partenaires régionaux ou nationaux. Voilà. Me positionner par rapport aux alliances, oui. Alors, faut-il exclure les alliances? Probablement pas. Le problème, c'est qu'en littérature scientifique, c'est tout un champ. C'est à nouveau des dizaines d'articles à faire venir et à éplucher avant de pouvoir prétendre parler de ce domaine-là. Alors, je ne vais pas forcément les exclure, parce que c'est dommage de ne pas du tout parler d'alliances qui peuvent se mettre en place. Pour l'instant, je ne sais pas à quel endroit je vais mettre la frontière. Pour ça, je vais laisser de côté. J'ai lu quelques articles là-dessus. J'ai vu des conclusions qui n'étaient pas très différentes de ce que j'ai pu voir, mais pour la partie, vraiment, pour la légitimité scientifique de mon travail, il faudra que j'en fasse quelque chose. Voilà.